bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Aujourd'hui ça va être un avis lecture, donc effectivement j'alterne beaucoup lecture. Je vous dirais, tant que mes BD sont dans les cartons, je pourrais pas vous faire des tops et des bidules et des trucs un peu spécifiques, ou je peux trouver des idées, mais c'est ça. Pour l'instant je tourne effectivement avec book haul / avis lecture, donc soyez patients. En tout cas, donc j'ai 8 lectures à vous présenter aujourd'hui, puis je suis quand même pas mal surprise dans le bon sens du terme, parce que j'ai vraiment fait d'excellentes lectures. Alors les quelques petits premiers que je vais vous montrer, c'est un petit peu so-so pour moi, enfin c'est une bonne lecture mais sans plus. Par contre effectivement quand on commence à tomber dans le numéro 3, 4, 5, etc. c'est vraiment d'excellentes lectures. Petit laïus habituel comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, allez-y. N'hésitez pas, cliquez sur le bidule, les notifications, mettez les commentaires, alléluia, j'adore comme d'habitude. Donc n'hésitez pas. On va démarrer donc avec la première. Chez Sarbacane, une petite BD qui paye pas de mine, mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Ça a pris peut-être 10 minutes à la lire, c'était vraiment chouette. C'est Marty Planchet qui fait scénario et dessin, et ça s'appelle Le Petit Bourreau de Montfleury. Je vous l'ai présenté en bouco, je pense, la semaine dernière, parce que effectivement je l'ai acheté courant avril, et je l'ai lu dans la foulée, donc c'est merveilleux. J'ai beaucoup aimé ma lecture, enfin j'ai trouvé ça extrêmement mignon, le message est quand même assez subtil et bien passé. Là, on va suivre effectivement ce petit bourreau, qui est bourreau de père en fils. Donc lui, il a pris le relais effectivement de son papa. Et ça fait des siècles que les bourreaux n'ont exécuté personne. Et à un moment donné, effectivement, dans la petite ville dans laquelle il habite, le pouvoir en place change. Donc le maire, si je ne me trompe pas. Et lui, il décide effectivement de faire une exécution publique. Donc évidemment, ce petit bourreau-là est sollicité. Sauf que le bourreau, enfin ce petit personnage-là, en fait, est plutôt peintre que bourreau. Donc c'est ça, je vous montre les dessins, ils sont absolument super, j'adore. Il n'y a pas beaucoup de détails effectivement dans le descriptif en arrière, mais quand même, il y a des couleurs différentes, il y a des ambiances différentes, les visages sont extrêmement expressifs, puis il est très attachant ce petit personnage-là, vraiment attachant comme tout. Puis il se retrouve en compagnonnage, si je peux dire, en fait, en amitié avec une petite fille. En fait, la petite fille, le père de la petite fille doit être exécuté, mais elle veut pas, évidemment. Donc c'est toute une petite histoire. Il rencontre un peu sa némésis, qui est en fait une petite chauve-souris, qui le surprend évidemment, parce qu'une chauve-souris qui parle, c'est quand même rare, mais qui le surprend et qui est un petit peu son petit Jiminy Cricket en fait. Donc c'est vraiment mignon. Vous voyez, en fait, en double page comme ça, il y a plein de petites couleurs. Là, on est dans la nuit, donc il y a des jolis éclats, vraiment. Non, j'ai vraiment bien aimé ma lecture, je trouvais ça vraiment mignon. Le message, effectivement, peut être pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Donc ça a son impact, vraiment. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Ensuite, une bande dessinée que j'ai trichée, entre guillemets, je l'ai lue en librairie, entre 12 clients. Donc évidemment, c'est sûr que la qualité de lecture est peut-être un petit peu moins bonne, mais quand même, je l'ai quand même bien appréciée. C'est Bruno Duhamel, en fait, qui est au scénario et au dessin, c'est chez Bambou, et ça s'appelle Le goût du métal. En fait, pour tout vous dire, j'ai été prise par la couverture de façon complètement erronée. Alors il y en a deux, il y a deux couvertures alternatives. Sur une des couvertures, il y a le personnage principal qui est en haut, et en moitié, il y a quelqu'un d'autre en noir et blanc, ou le contraire en fait. Et je me suis fait prendre parce que je me disais, mon Dieu, on dirait un mort-vivant en dessous. Donc j'ai pensé que c'était une histoire effectivement de un petit peu horreur, un petit peu truc comme ça, mais alors tellement pas du tout. Pas du tout. Bruno Duhamel, en plus, on le connaît pour Jamais, pour des petites BD comme ça. Donc c'est toujours à grand message, super intéressant. Puis son dessin est un petit peu rond, etc. Je pense qu'il avait fait Deux sœurs aussi, que j'ai bien aimé. Entre autres, il en a fait plein d'autres. Mais celui-là, effectivement, Le goût du métal, en fait, on suit Léo, qui est un jeune garçon désœuvré. Il n'a pas de travail, et il est plus à détecter, effectivement, dans la terre des choses métalliques. Donc il trouve plein de choses, mais évidemment il est obligé de vivre chez sa sœur parce qu'il n'a pas de revenus. Puis sa sœur, à un moment donné, elle s'énerve un petit peu en disant, voilà, il faut que tu trouves du boulot, j'en ai ras-le-bol là de t'entretenir. Et au lieu de chercher un travail, en fait, il commande un gros objet via internet, qui est un gros détecteur de métal. Et il se met effectivement à chercher des choses un petit peu plus importantes que ce qu'il découvrait avant. Donc mais il se fait engueuler par sa sœur, enfin en tout cas il est un petit peu en porte-à-faux, ce garçon-là. Et en détectant des choses, il va soulever effectivement des problématiques. Parce que Duhamel, dans cette bande dessinée-là, enfin j'ai pas trop envie de vous le spolier, mais on peut le dire quand même, effectivement, il dénonce en fait les gens qui vont détruire le patrimoine, qui rentrent dans des maisons en fait qui devraient pas, pour récupérer des choses et des bidules. Donc en fait il y a comme deux personnages en parallèle. Il y a ce Léo là qui est en recherche effectivement de choses à revendre,
Et il y a un autre type, en fait, qui est un petit peu caractériel, mais qui veut défendre son patrimoine, donc de village, de région, etc., parce que c'est vandalisé, en fait. Donc le message passe bien, j'ai bien aimé. Alors le dessin passe extrêmement bien, parce que c'est un joli dessin, bien rond et doux, et quand même assez détaillé parfois sur certaines cases, donc j'aime beaucoup. C'est très agréable, en fait, en lecture, et le message est quand même assez clair, enfin... bonne lecture aussi. Pas une excellente lecture, mais un bon moment, un très bon moment de lecture quand même. Duhamel, en général, comme je vous dis, il y a un côté humain qui est quand même pas mal impliqué dans ses histoires. Donc vraiment intéressant, vraiment intéressant. En plus, c'est une problématique qu'on ne connaît pas tant que ça. Donc c'est intéressant de la soulever, je trouve. Donc ouais, je vous conseillerais de la lire, effectivement. Ça se lit quand même assez bien, assez rapidement. Puis c'est très plaisant, en fait. Puis Léo, il est très attachant aussi. Ces personnages sont toujours très humains, donc c'est toujours avec une petite problématique intérieure qui se développe et qui se transforme au cours de la BD, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, on revient effectivement avec du papier. Là, j'ai lu en fait une bande dessinée qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est de chez 404 Graphiques, qui est donc scénarisée par Moreno et dessinée par Rebelka. Et c'est « Et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous ». J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Moreno, c'est plus un auteur, un écrivain en fait. Il a écrit Après toi les ténèbres, que j'avais lu, que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé. Il y avait un mélange dans ce roman-là, il y avait un mélange d'horreur et de deuil. Il parlait beaucoup du deuil. Donc ça, c'était vraiment intéressant en fait. C'était assez particulier, ça foutait un peu les chocottes, un peu beaucoup même, si je me souviens bien. Donc il a pondu un scénario de bande dessinée qui est sur un jeune prêtre qui va être enseigné à faire des exorcismes. Donc intéressant, vraiment intéressant. Puis le dessin de Rebelka, je pense que c'est sa 3e BD chez K104, donc c'est un dessin très particulier, mais qui passe bien malgré tout. Pas très détaillé, je dirais quasiment schématique, mais avec des couleurs en fait qui sont très violentes des fois. Donc ça tourne autour effectivement du rouge, du violet, comme vous voyez, comme ceci par exemple. Et il va être effectivement en relation avec un exorciste qui va lui enseigner comment faire un exorcisme. Il va se retrouver dans un village où il y a une grosse problématique effectivement à ce niveau-là. Donc c'est intéressant, c'est angoissant, c'est assez douloureux aussi parfois, parce que ça explore un métier en fait qui n'existe plus, enfin qui est plus bien organisé quoi. Puis vous voyez comme ça peut être angoissant au niveau du dessin. Il y a quand même pas mal de pages, comme vous pouvez voir. Puis le destin de ce jeune homme, en fait, est assez particulier. Puis il y a des moments où, effectivement, c'est quand même assez violent, comme vous pouvez voir. Si vous n'aimez pas le dessin, c'est sûr que c'est pas évident, en fait, de rentrer dedans. Mais l'histoire se tient bien, en fait. L'histoire est quand même super intéressante, super angoissante. C'est très angoissant et en même temps très dans la vie aussi. Parce que ce jeune homme-là, effectivement, il est pris dans une histoire qui le dépasse, et c'est ça qui est intéressant. Donc j'ai vraiment aimé ma lecture, vraiment beaucoup aimé ma lecture. Puis j'aime beaucoup effectivement le dessin de Rebelka, qui est quand même assez intriguant. Il y a beaucoup de violence là-dedans, évidemment. C'est sûr qu'on explore un côté spirituel et physique qui est assez violent. Donc, mais vraiment bien. Comme ceci par exemple. Encore une fois, c'est un choix éditorial qui est vraiment intéressant. Puis il y a un dos toilé. Au niveau du bouquin, c'est super beau, vraiment. Super beau. Puis le thème est effectivement très intriguant. Enfin, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on ne voit pas souvent. Donc, si vous aimez l'horreur, un petit peu les deux pieds dans la vie, entre guillemets dans la vie, plutôt dans la mort, disons. Mais si vous aimez l'horreur, effectivement, avec des thèmes exorcistes, etc., allez-y, vous allez vous régaler. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous dis, il faut s'habituer au dessin, par contre, et moi, de plus en plus, j'aime beaucoup. C'est très intense, c'est très intense. Donc oui, bonne lecture aussi. Celle-là, j'avais dit que je vous en parlerais parce que faut que je lise les deux autres aussi. Celle-là, elle est sortie quand même depuis un petit moment. Je l'avais lue en 2021, je crois. Ou 2024 ? Non, 2021. Là, on est chez Dargaud. Et c'est scénarisé et dessiné par Mathieu Bonhomme. Et c'est l'homme qui tua Lucky Luke. Comme je vous expliquais effectivement dans le book haul, en fait, il est super intéressant, Mathieu Bonhomme, dans sa reprise du personnage de Lucky Luke, parce que il lui donne un côté humain
très très intéressant en fait. Quand on lit du Lucky Luke, c'est pour ça qu'on peut le lire très jeune aussi, c'est quand même assez plat, pas dans le mauvais sens du terme, mais il n'y a pas beaucoup d'éclat, c'est souvent avec des gros thèmes, et ce personnage-là se balade au fur et à mesure effectivement dans les actions, et il n'y a pas beaucoup d'éclat en fait au niveau humain, au niveau intériorité, au niveau sentiment, etc. Et là effectivement dans L'homme qui tua Lucky Luke, c'est super intéressant et super intriguant. Et le dessin de Mathieu Bonhomme, en fait, est quand même assez ressemblant par rapport, effectivement, au Lucky Luke de base. Donc ça, déjà, c'est un bon point. C'est pas retransformé au niveau graphisme. Il y a sa patte, on voit sa patte, elle est quand même beaucoup plus rond. Enfin, c'est beaucoup moins anguleux. Mais c'est au niveau des couleurs, ça se retrouve beaucoup, quoi. Et il y a une dynamique qui se met en place dans cette histoire-là où, effectivement, il se retrouve pris entre plusieurs feux. Et à un moment donné, la BD commence où en fait, il est tué. Donc il est là. Alors évidemment, on veut savoir pourquoi, comment, qu'est-ce, est-ce que c'est vrai, pas vrai, etc. Et on croise plusieurs personnages qui ont quand même une étoffe. Il y a quand même des réflexions, il y a quand même des passés qui sont devenus qui ils sont. On voit comment évolue effectivement Lucky Luke, de quelle façon il interfère avec les autres personnages autour de lui, de quelle façon effectivement il peut aider et tout. Et dans cette BD-là, il y a un truc qui est super intéressant aussi pour ceux qui ont arrêté de fumer, ou ceux qui décident d'arrêter de fumer, ou ceux qui veulent arrêter de fumer. Bref, il y a tout un fil rouge effectivement par rapport au fait que il pleut, hein. Il pleut beaucoup dans cette bande dessinée-là, puis il perd son tabac. Donc il essaye toujours d'en retrouver en fait à droite à gauche, il en a à un moment donné mais ça s'envole, c'est assez drôle en fait. Il y a une espèce de petit fil rouge sympathique quand je l'avais vu en entrevue, Mathieu Bonhomme, il expliquait que ça lui était arrivé en fait. Quand on arrête de fumer, on a envie effectivement qu'il y ait 12 tabacs tout autour, enfin 12 bureaux de tabac pour pouvoir acheter des cigarettes. Quand il n'y en a pas, on est un peu en crise, quoi. Donc il y a cet aspect-là aussi dans la bande dessinée qui est vraiment sympathique comme tout. Mais non, j'aime beaucoup sa façon de voir le personnage. Vraiment, vraiment, c'est vraiment, vraiment chouette. Le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, moi je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a 8 en tout, il y a 8 tomes, en fait, des Lucky Luke vus par, donc il y a d'autres auteurs qui ont repris aussi le truc. Mais j'ai été voir un petit peu sur internet, puis les autres auteurs m'intéressent moins, en fait. Peut-être qu'à un moment donné, je m'y mettrai, mais vraiment, non. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. C'est très rythmé, c'est très Lucky Luke, en fait, dans sa façon de reprendre les choses. Là, on le voit manger, boire, enfin bon... Donc c'est tout à fait Lucky Luke en fait. Il ne renie pas du tout le personnage, il l'a beaucoup beaucoup étoffé, il l'a rendu beaucoup plus humain. Chose que j'aime beaucoup. Donc il m'en reste 2. Donc il me reste le dernier qui est sorti que je n'ai pas encore lu. Et celui où c'est Wanted Lucky Luke, je me souviens plus si je l'ai lu ou pas, c'est avec des femmes. Donc ça va être vraiment intéressant. Donc ça. Ensuite, oui, là on attaque les coups de cœur, effectivement. Là c'est parti mon kiki. Donc Youpi, on est super content. Quand on a d'excellentes lectures, on est toujours hyper content. Là on est chez Rue de Sèvres. C'est Fabien Vellman au scénario et Jean-Baptiste Andréae pour le dessin. Et c'est le tome 2 de La cuisine des ogres. Coup de cœur, j'adore, j'ai adoré. Le dessin sublimissime et l'histoire aussi. Donc on suit ce petit personnage en fait là, qui s'appelle Brèche-Dent. C'est un petit Corrigan en fait, donc issu d'une mère korrigane, mais d'un père effectivement on ne sait pas trop. Puis à force de se faire taper dessus ou je sais pas quoi, en fait il a les dents un peu abîmées, donc il s'appelle Brèche-Dent. Et c'est un des personnages qu'on voit dans le tome 1, qui s'appelait trois fois morte. On la voit de temps en temps, en fait, le personnage de 3 fois morte du tome 1, on la voit de temps en temps dans ce tome-là, mais c'est pas forcément... Il n'y a pas de poids, en fait, de ce personnage-là dans cette bande dessinée-là. Celui qui a du poids, c'est celui-là, ce petit personnage-là, qui va être missionné, effectivement, pour aller sur une petite aventure qui va l'emmener assez loin. Et lui, il est en fait plutôt maladroit. Il est quand même assez maladroit dans ses actions, dans sa façon d'intervenir. Mais il est très attachant, en fait. Parce qu'il est très pas sûr de lui. Alors, c'est lui qui raconte. Les dessins, comme vous voyez, sont assez magnifiques. Donc, c'est lui qui raconte, en fait, son épopée. Un petit peu en arrière-plan. Mais on le suit. On le suit, effectivement, dans son déroulé. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage-là, c'est que malgré... son manque de confiance en lui, puis sa maladresse et ses échecs, il reste toujours droit en fait dans ce qu'il a envie et dans ses principes et ses valeurs. Donc il est assez intriguant, puis il a la poisse, mais en même temps il est chanceux quelque part dans la façon dont ça se passe quoi. Genre il tombe d'un truc, puis il accroche sur un bidule, puis ça le refait repartir sur autre chose quoi. Donc on s'inquiète tout le temps pour lui. On est toujours inquiet, on est toujours... vous voyez, 3 fois rien, elle est ici par exemple.
On le sait au départ, effectivement, qu'ils sont amis, qu'ils ont un lien, effectivement, tous les deux. Il y a beaucoup de fantastique, beaucoup de personnages oniriques, étranges et tout. Il y a un gâteau aussi, à un moment donné, comme celui-ci, là. Il y a un gâteau absolument superbe, qui est préparé par un type qui est un peu au niveau du pouvoir. Il y a plein de personnes, il croise plein de personnages, plein de types de gens, en fait, différents, qui sont un peu frappés, qui sont violents, qui peuvent être super gentils avec lui, mais qui peuvent être aussi, en fait, très, très dangereux, comme ceci. Puis vous voyez que les couleurs sont magnifiques, les ambiances sont superbes. Velleman, je l'ai vraiment découvert, effectivement, en entrevue, à la fois, effectivement, où il présentait cet album-là. Ça explose en couleurs, quoi. C'est super. Et c'est un type qui a beaucoup de réflexion, enfin, il est très curieux, en fait, je trouve. Puis Andrea Hay, il suivait, en fait, suivait. Il avait son mot à dire sur certaines choses, puis ils ont trouvé ensemble. C'était vraiment un travail d'équipe. Ils ont trouvé ensemble, effectivement, comment réaliser telle ou telle action ou telle chose. Puis il y a des petites touches, effectivement, de fantastique là-dedans. Il y a beaucoup de légendes de leur région aussi qui sont inclus dans la bande dessinée. Et donc j'ai vraiment aimé. En fait, c'est quasiment un one-shot, en fait. Ça serait chouette qu'ils continuent dans cet univers-là, parce que c'est assez faramineux, enfin, c'est beau, c'est quand même assez violent. Il y a quand même des rencontres de personnages qui sont assez forts. Enfin, ça fait pas dans la dentelle, encore une fois. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ce qui est con, c'est que mon tome 1, il est dans les cartons, mais je l'aurais bien lu avec beaucoup de plaisir, je pense. Mais c'est ça. On peut voir ça comme ça. Donc, c'est vraiment une série que je vous conseille. Ça se lit quand même assez vite. Il y a quand même, je sais pas, il y a peut-être 70 pages. Ouais, il y a 80 pages quand même. Donc, ça vaut le coup. Puis c'est très onirique, très beau, très contemplatif aussi. Puis le fait que ce soit un petit personnage, en fait, qui a beaucoup d'écueils à l'intérieur de lui, bah, ça nous rend effectivement toute l'intrigue très attachante dans un univers qui est complètement bouleversé ou bouleversant. Donc c'est vraiment chouette, vraiment chouette. Ouais, j'ai beaucoup aimé ma lecture, vraiment. Ensuite, alors là, on passe dans un truc complètement différent. On est chez Delcourt et d'après ce que j'ai compris, il va y en avoir 5 tomes. Ça me fait suer, j'aurais bien aimé juste 2 ou 3, ça aurait été chouette. Mais c'est Jeff Lemire au scénario et au dessin. Donc là, c'est le tome 1 que je vous présente. Et c'est Minor Arcana. Beaucoup aimé ma lecture. Déjà le début, vraiment chouette. Alors évidemment, c'est comme un plantage de décor, disons. Parce qu'on va suivre cette nana-là, qui est donc Teresa, qui revient en fait dans son village natal, où sa mère fait la voyante. Alors on y croit, on n'y croit pas, c'est autre chose. Et on va la voir effectivement arriver. Enfin, ça commence d'abord par une espèce de rêve qu'elle a, où elle se retrouve dans un hôtel étrange, où elle croise effectivement des ombres et des trucs et des bidules. C'est assez intriguant. Donc c'est comme ceci. Alors le dessin de Jeff Lemire, on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup. C'est extrêmement expressif, même si effectivement des fois ça peut paraître un peu schématique. Pourtant c'est bourré de détails au niveau dessin aussi. Mais ces personnages, regardez cette fille-là. Comme elle a un air effectivement qui est très... on ne sait pas de quelle façon effectivement elle peut réagir à des choses et des trucs. Et regardez ça. Au niveau de la décision, au niveau des expressions, c'est quand même super bien foutu. Enfin, j'aime beaucoup le dessin effectivement de Jeff Lemire. Et effectivement, elle va croiser sa maman. Donc elle arrive quand même chez sa mère, quoi. Et il y a un mélange de fantastique et de réalité assez glauque. Elle va probablement découvrir plein de choses sur elle, je pense. Donc c'est assez, vous voyez, un peu le découpage, comme il est chouette. J'aime beaucoup. Et elle aussi, en fait, elle se découvre un don. Elle se découvre ou se découvre pas, en fait. Soit elle le savait, soit elle le savait pas. Et en fait, l'hôtel, c'est ça, où elle se retrouve quand même assez régulièrement. Et c'est via le tarot, quoi, via effectivement le tirage, en fait, qu'elle fait. Et dans cet hôtel-là, elle a comme des retours en arrière où elle voit des gens, en fait, qui ont disparu. Donc c'est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Je sais pas où il va s'en aller avec tout ça, mais c'est vraiment génial. Enfin, c'est angoissant, encore une fois, bien que ce soit effectivement avec une fille qui est extrêmement en colère. Elle refuse des fois ce qui lui arrive. Elle n'a pas envie d'y aller, en fait. Elle veut dire, elle se dit non, plus tard. Je m'en occuperai plus tard. Elle se retrouve complètement happée par sa propre histoire, en fait, par son propre talent, en fait, d'aller ailleurs.
elle revient avec des sensations, elle revient avec des images, avec des contacts, en fait, avec des gens qu'elle aurait jamais pu soupçonner. Donc, je sais pas où il va s'en aller avec son histoire, mais je la trouve absolument géniale. Puis son personnage est énervante. Elle est énervante, en fait. Elle est énervante, mais elle est drôle, quoi. Elle est drôle aussi, quelque part, quoi, parce que elle sait pas où elle s'en va. Elle est revenue dans son village, mais elle sait pas ce qu'elle fout là, en fait. Donc, non, on est tous un petit peu croches, hein, quelque part, dans nos décisions de vie, dans notre façon, effectivement, de voyager dans nos différentes vies. Mais elle, effectivement, elle est tout à fait nous, quoi. Enfin, bon, il y a une touche fantastique à fond la caisse par-dessus, mais je trouve que sa colère et sa façon de dire dans quelle étagère, ça nous rejoint, quoi. Donc, non, vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. De toute façon, les bandes dessinées de Jeff Lemire sont toujours humaines. Il y a un fort, fort aspect humain derrière tout ça. Des gens qui se cherchent, des gens qui savent pas où ils sont, etc. Et puis qui veulent découvrir et s'installer et être heureux, en fait, finalement. Donc, c'est vraiment génial. Ensuite, un coup de cœur, parce que c'est le thème, moi, qui me parle beaucoup. Là, c'est chez les Arènes BD. Donc, c'est scénarisé par Vincent Zabu et c'est dessiné par Jean-Denis Pendanx, d'après une histoire vécue, en fait, de Geoffroy Delorme, et c'est L'Homme Chevreuil, ou 7 ans de vie sauvage. J'ai adoré. J'ai adoré. Et le dessin et l'histoire, parce qu'en fait, c'est un jeune homme qui est un petit peu atypique. Il sait pas trop, effectivement, comment se comporter en société, notamment quand il est petit. Donc, il est souvent en retrait. Et du coup, il se retrouve à la maison, en fait, en scolarité faite par les parents, quoi. Et c'est ça, il est super solitaire. Il est très sauvage. Et il va souvent, en fait, se balader en forêt à l'arrière de sa maison, à l'arrière ou à l'avant. Enfin, en tout cas, dans une forêt, il se retrouve régulièrement. Puis à un moment donné, à 20 ans, en fait, il décide d'y aller, quoi. Il décide d'y vivre pendant 7 ans. Il va y vivre pendant 7 ans. Je voulais juste vous montrer... Regardez-moi ça, c'est pas beau. Ça donne envie d'aller avec lui, en fait. Il se balade, il voit des choses. Il ressent un appel, en fait, vraiment fort. Et du coup, il se lance, quoi. Enfin, il se lance. Alors, il revient de temps en temps en ville, mais c'est extrêmement ponctuel, notamment dans la maison de ses parents, pour aller de temps en temps manger des trucs, parce qu'en fait, il se nourrit de la forêt, quoi. Il est, alors évidemment, il perd en nutriments, enfin en choses comme ça, en fait, parce qu'au fur et à mesure, au bout de 7 ans, c'est sûr que il devient un petit peu tout maigre, etc. Mais il vit une expérience qui est assez fantastique, parce que on l'appelle l'homme chevreuil, parce qu'à un moment donné, effectivement, il va se lier d'amitié avec un chevreuil qui va venir le sentir, l'identifier, tourner autour, regarder qui il est, enfin, et il va se laisser faire, quoi. Donc, à un moment donné, effectivement, ce chevreuil-là va avoir une chevreuil dans sa vie, et c'est là où il va devenir de plus en plus, entre guillemets, copain, ou accepté, tout du moins, par une petite troupette de chevreuils, quoi. Donc, on suit son parcours là-dedans, c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a beaucoup, beaucoup de retours par rapport à son ressenti, la façon effectivement qu'il a de vivre seul en forêt, le froid, la faim, la découverte effectivement de ces chevreuils-là. Comment est-ce qu'il avance effectivement dans son épopée, enfin dans son aventure, disons. On voit de temps en temps un petit peu le lien qu'il peut avoir avec l'extérieur, mais vraiment juste lui avec son retour, quoi. Donc c'est pas le sujet principal en fait, c'est vraiment pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est vraiment la forêt. Et de quelle façon, effectivement, il survit, en fait, dans cet univers-là. Alors, il faut savoir que maintenant, il donne des conférences. Il est quand même pas mal sur... je pense qu'à mon avis, on doit pouvoir le trouver sur YouTube, en fait, ce Geoffroy Delorme. Il partage son expérience. C'est sûr qu'à un moment donné, effectivement, on peut pas... il en serait probablement mort, je pense, s'il était resté en forêt. Parce que on a beau dire, mais on vient vraiment d'un moment, en fait, extrêmement moderne. Donc, passer d'une vie super moderne à quelque chose de complètement sauvage, il y a un gros décalage, quoi. Mais c'est pas forcément le sujet principal, c'est vraiment de montrer de quelle façon il a survécu pendant 7 ans en forêt, et surtout ce lien qu'il a commencé qu'il a entretenu avec les chevreuils. Donc c'est fantastique. Puis vous avez vu le dessin, enfin le dessin, ça donne envie de partir, quoi. Enfin je veux dire, moi ça, c'est superbe, quoi. On entendrait quasiment piou-piouter le petit piou-piou là. C'est magnifique. C'est magnifique. On voit aussi sa peur, on voit aussi en fait la façon qu'il a d'appréhender les mouvements, les bruits, les rencontres, enfin, sauvages évidemment. Donc, regardez-moi ça. Je sais pas s'il en a fait d'autres Pendanx, mais waouh! J'avoue que son dessin, il est assez fantastique, quoi. On découvre aussi des choses, c'est quand même un petit peu didactique, mais sans que ce soit forcé. Enfin, je veux dire, ça fait partie effectivement de la découverte de la forêt aussi.
Donc non, vraiment chouette. J'ai adoré. J'ai adoré. Je sais que j'en serais pas capable, je pense pas, là, parce que moi, il me faut mon petit confort, n'est-ce pas? Mais c'est beau de voir des gens qui osent, en fait, le faire. Surtout qu'il a 20 ans, donc il a quand même une structure physique qui est quand même assez résistante, donc il peut, a priori, ça a réussi pour lui. À un moment donné, effectivement, il faut revenir à la civilisation de temps en temps, mais c'est bien que lui ait décidé de passer son message, de montrer que faut pas oublier tout ça. Faut pas oublier que ça existe, faut pas oublier qu'on on fait pas juste les bouffer, les chevreuils, si on en a besoin, quoi. C'est aussi toute une faune, une flore, en fait, qui existe autour de nous, et il faut la préserver, quoi. Donc, ouais, super message, vraiment. Et la petite dernière, et non la moindre, que j'ai absolument adorée, qui m'a surprise, vraiment, et je pense que ça va surprendre pas mal de personnes. On est chez Dargaud, et c'est scénarisé par d'Horizon, avec un appui un peu historique de Delahaye, et c'est dessiné par Parnot, et c'est Cochon ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc. Superbe. Déjà, vous voyez le travail éditorial en fait de d'Argaud. Chose que je n'avais pas réalisée, en fait, je pense que je l'ai vu parce qu'il y a quelqu'un qui l'a présenté sur YouTube, je crois. Je pensais que c'était la même maison d'édition qui avait édité en fait 1629 ou le naufrage du Jakarta. Puis en fait, c'est une autre maison d'édition et Dargaud a repris un petit peu en fait l'aspect grandeur et beauté, et ça gratte aussi, et en tout cas il y a de la texture, etc. Je pensais que c'était la même maison d'édition, mais c'est pas la même maison d'édition, donc pourquoi pas? Je trouve ça un peu weird en tout cas, mais ça, en tout cas la BD est superbe, la BD est magnifique, enfin je veux dire, elle est énorme, elle est large, elle est lourde, elle est quand même assez... il y a combien de pages là? Il y a 164 pages quand même, il y a un petite explication en fait à la fin de la façon dont les auteurs ont pondu cette bande dessinée là, et c'est une vraie merveille quoi, enfin c'est une vraie merveille parce qu'en fait c'est vraiment l'exécution de Jeanne d'Arc, mais vue par Cochon, donc celui qui a été le juge principal dans cette affaire-là, quoi. Et je trouve que les auteurs, alors c'est sûr qu'il y a un petit côté fiction, il y a un petit côté romanesque qui a été mis en place, notamment la sœur de Cochon, en fait, qui elle était une sœur dans un couvent quelconque et qui n'est jamais intervenue dans l'histoire. Mais là, on la voit, elle est quand même assez présente, c'est vraiment une figure féminine très présente. Et on démarre vraiment avec Cochon, quoi. On démarque avec ce personnage-là. En fait, Jeanne d'Arc est quasiment, j'allais dire, anecdotique, presque. C'est plus un prétexte, effectivement, pour présenter ce personnage-là, donc Cochon. Et on découvre un homme, en fait. Un homme pris par le pouvoir, un homme pris par l'ambition, un homme qui doit gagner de l'argent, en fait, qui doit faire ses preuves, encore une fois, et toujours. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. On découvre... Enfin, moi, j'ai été émue par cette bande dessinée, bizarrement, en fait, parce que j'ai trouvé que ce type-là, il restait quand même très fidèle à ses principes, fidèle à la loi, fidèle au règlement, fidèle, en fait, appliquer, en fait, la façon de faire, etc. Et... on voit sa relation aussi avec Jeanne d'Arc. Donc ça intervient plus en milieu de bande dessinée, parce que Jeanne d'Arc, elle intervient vraiment très tardivement. Et on découvre effectivement de quelle façon Cochon va pouvoir essayer, entre guillemets, de la sauver. Enfin, pas de la sauver, mais de la condamner moins fortement que de bûcher, quoi. Et on découvre plein d'aspects, effectivement, au niveau législatif, au niveau exécution des lois, etc. Qui est vraiment, vraiment, en fait, intéressant. C'est super intéressant, en fait. Donc à la fin, effectivement, il y a comme un dossier historique qui explique un petit peu de quelle façon les auteurs se sont mis à parler de cette histoire-là. Et l'historien s'appelle David Glomo. Et alors, je les ai vus aussi en entrevue, donc j'ai eu droit à une dédicace, etc. Mais je les ai vus aussi en entrevue. La librairie Bulle avait fait un truc absolument génial. Il y avait un tribunal, il y a un avocat, effectivement, du Mans qui a écrit tout un texte par rapport à sa lecture de la bande dessinée pour décrire, effectivement, le procès. Donc, c'était super intéressant. C'était vraiment génial. Puis après, il y avait des questions-réponses, effectivement, par rapport aux auteurs, puis... les questions étaient faites par la librairie Bulle, donc c'était vraiment chouette. Puis ils expliquaient effectivement que des fois, il y a certaines couleurs que Joël Parnot mettait sur sa bande dessinée et qui n'étaient pas encore actuelles. Donc c'est vraiment marrant en fait. Il a aussi dessiné un cimetière qu'il n'aurait pas dû, il était trop moderne, donc effectivement l'historien lui dit non, tu recommences ça, il faut le faire différemment, sinon ce serait anachronique. Donc non, ils sont vraiment, vraiment appuyés sur pas mal de choses. Et alors, il faut que je vous montre le dessin, parce que là, vous êtes sur les charbons ardents. La première image qu'on a, c'est ça. C'est excellent. C'est excellent, quoi. C'est excellent. Puis ensuite, c'est ça. Donc le dessin est absolument superbe. Il y a des portraits de gens, en fait. C'est assez extraordinaire. Et l'histoire est un petit peu racontée par ce jeune homme-là, qui est donc un moinillon, en fait, qui accompagne plus ou moins, effectivement, Cochon dans ses démarches et dans sa façon d'avancer, quoi. Et la première fois qu'on voit Cochon, on le voit comme ça. Sur l'exécution, effectivement, d'un cochon.
Donc, d'ailleurs, à propos du cochon, effectivement, au niveau historique, je sais plus si c'est Parnot ou si c'est d'Horizon qui expliquait ça. Ils pouvaient pas faire un petit cochon tout rose, gna gna gna, parce que les cochons n'étaient pas encore développés à ce point-là, donc il fallait plutôt que ça ressemble à un sanglier. D'où le fait, effectivement, de la représentation graphique qui a été changée, en fait, à un moment donné. Et vous voyez, en fait, les ambiances, comme elles sont magnifiques. Elles sont superbes. Et je vous dis, on découvre vraiment, on découvre ce personnage-là, quoi. Ce cochon qui veut vraiment appliquer la loi, qui veut vraiment... Enfin, qui découvre aussi une personne, parce qu'il parle. Il y a beaucoup d'interactions entre Jeanne et lui, dans la BD, effectivement, parce qu'il va la voir en prison, il parle avec elle. Puis elle est toujours, effectivement, dans le fait d'entendre ses voix, dans le fait de vouloir rester droite et de dire « je veux bouter les Anglais hors de France ». Elle a toujours cette conviction-là, en fait. Donc Cochon, il se trouve confronté à ça. Mais lui, il est plus du côté, effectivement, loi, législation, exécution, etc. Donc, il parle beaucoup avec, quoi. Mais c'est... je pense qu'ils ont mis plus de 4 ans à la faire, cette bande dessinée-là. Le scénario a pris une bonne année. Puis, par note, il a mis 3 ans, je pense, à dessiner tout ça. Ce qui est... C'est un boulot monstre, quoi. Mais c'est un résultat absolument extraordinaire. C'est génial. Le fait d'avoir voulu, en fait, parler de ce côté-là, en fait, c'est quasiment une légende, en fait, Jeanne d'Arc. Je veux dire, c'est 1400 quelque chose, puis on en parle encore, quoi. On en parle encore. Et pourtant, effectivement, quand on regarde le côté historique, elle a œuvré juste pendant 2 ans. Elle a eu ses voix, je pense, elle avait 16 ou 17 ans. Elle a guerroyé 2 ans. Elle a mis un roi, effectivement, sur le trône. D'ailleurs, à propos du roi Charles VII, on ne le voit pas tant que ça, donc on comprend un petit peu pourquoi. Puis effectivement, elle a œuvré 2 ans, puis elle est décédée, elle avait 19 ans, quoi. Donc on se dit, tabarnouche, c'est une héroïne, en fait, quelque part, mais qui a duré juste 2 ans, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. Et on en parle encore, donc je trouve ça intéressant que ce soit via le regard de Cochon qu'on appréhende cette histoire-là. On croise pas tant, en fait, Jeanne d'Arc, comme je vous dis, plus vers le milieu du bouquin, mais c'est plus Cochon, effectivement, qu'on voit, et le moinillon qui lui tourne autour, effectivement. Et la sœur qui a un petit côté fictif, effectivement, parce qu'on sent que c'est une forte femme, mais il paraît que les sœurs, en fait, elles n'avaient pas leur mot à dire, elles sortaient pas du couvent, donc... Mais non, une sublime bande dessinée. J'espère que vous l'aurez acheté avant la réimpression, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup, effectivement, de l'avoir acheté en édition originale, n'est-ce pas? Puis la dédicace, c'est ça, en fait, que j'ai eu. Quand même assez rapide. C'est marrant parce que autant je suis hyper contente d'habiter au Mans parce que je peux avoir effectivement des dédicaces et des entrevues avec les auteurs, etc. Mais je trouve que les dédicaces, en fait, sont de plus en plus rapides. On a moins d'interaction, effectivement, avec les auteurs, peut-être parce qu'on est trop nombreux, je sais pas. Quand on assiste à ces événements-là, on est peut-être trop nombreux, j'en sais rien. Il faudrait que je retourne, effectivement, au festival. Peut-être que le contact est un petit peu plus qualitatif, mais je trouve que c'est vraiment rapide. Enfin, c'est... le dessin est déjà fait ou est fait en 3-4 minutes. Puis il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de... Alors je le comprends parce qu'ils ne sont pas payés pendant qu'ils font ça, donc il y a ce débat-là, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Puis moi je suis pas en recherche de dédicace, enfin je veux dire, c'est chouette d'avoir une bande dessinée effectivement avec la petite patte graphique en plus des 2 auteurs, c'est vraiment génial. Ça personnalise en fait pour moi la bande dessinée, donc moi je les garde, je les vendrai pas là. Mais c'est ça, je trouve que les dédicaces sont rapides, on n'a pas forcément un long contact avec les auteurs, quoi, donc je trouve ça un petit peu décevant quelque part. Bon, c'est sûr qu'on va pas raconter notre vie, hein, c'est sûr. Mais j'ai le souvenir, en fait, sur le tome 1 ou le tome 2, je me souviens plus de Black Sad. J'étais effectivement je pense que c'était le Salon du Livre à Paris, il y a 20 ans de ça, enfin, plus que ça. Mon Dieu, plus que ça. Je pense que ça devait être en 2000 je me souviens plus. Et j'ai attendu peut-être 2h30, 3 heures avant d'avoir ma dédicace. Et quand je l'ai eu en face de moi, ça a duré 20 minutes, quoi. Parce qu'il m'a fait un dessin, quoi. Il m'a fait un dessin avec des couleurs, puis il m'a même demandé, en fait, quel personnage je voulais. Je lui ai montré une vignette, effectivement, dans la bande dessinée, puis je voulais Black Sad, effectivement, quand il s'était pris un pain dans la tronche, donc il m'a refait ça. Donc, je sais pas, on dirait que c'était plus qualitatif que quantitatif, en fait. Enfin, bref. On va pas s'étaler là-dessus, c'est vraiment pas la peine. Au moins, j'ai effectivement les dédicaces des auteurs, j'ai cette chance-là de pouvoir de les avoir croisés, au moins. Ça, c'est le fun, vraiment. Mais j'avoue que des fois, je me contenterais juste de l'entrevue,
L'entrevue est super passionnante, les questions posées généralement par Bulle sont extrêmement intelligentes. Puis il y a le public aussi qui peut poser des questions, donc des fois il y a des gens, enfin il y a 3-4 personnes qui réagissent dans le public, puis on a encore plus d'informations, c'est vraiment chouette. Mais c'est ça en fait la dédicace en soi, why not? Mais si c'est juste comme ça, pouf pouf pouf, en tout cas, bref. Donc voilà. Voilà pour ces lectures effectivement que j'ai faites dernièrement, où j'ai vraiment eu d'excellentes lectures, comme vous pouvez voir. Notamment effectivement ce cochon qui... c'est des thèmes complètement différents, parce que cochon c'est historique, l'homme chevreuil ça parle de vie sauvage, Minor Arcana c'est effectivement spiritisme et autres trucs étranges, la cuisine des ogres en fait c'est complètement fantastico, machin truc, donc avec très onirique et très joli. Lucky Luke, alors oublions ça, c'est du classique de chez Classique. Lorsque ma vengeance sera... on ne sait jamais le titre, hein, il est trop long ce titre. Et lorsque... En plus, ça commence par « Et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous ». C'est très horrifique. Puis le petit bourreau, en fait, c'est très mignon comme tout, avec un petit message sympathique qui passe. Donc, non, c'est vraiment un florilège de bandes dessinées que je vous propose aujourd'hui, qui est vraiment divers et varié. Donc, j'espère que vous en aurez apprécié effectivement la vidéo. Puis, donc n'hésitez pas à me mettre encore une fois des commentaires, puis pour le partage et tout, c'est toujours chouette. Et voilà, là je vais me faire un petit week-end, effectivement, campagne, pour décompresser un peu. J'emmène de 20 BD, je pense. Donc je sais pas si je vais peut-être pas vous faire un petit vlog pour la semaine prochaine, on va voir, avec des lectures. Puis c'est ça. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!